Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 17 avril 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous aujourd'hui. Ravi de vous revoir, monsieur l'ambassadeur. Merci. Ravi d'être avec vous, Nima. Peut-être que vous pouvez aider à comprendre ce qui se passe. Alors laissez-moi vous faire écouter un extrait de Donald Trump qui parle de ce qui se passe. Peut-être que ça nous aidera à mieux comprendre. C'est en plein essor, vous savez. On n'en parle pas beaucoup, on ne le voit pas trop, à cause de ce qui se passe en Iran. Et ça fait quoi? 2 mois maintenant. Oui, 2 mois. Vous avez connu d'autres guerres qui ont duré 18 ans, 4 ans avec moi. Moi, j'y suis depuis 1 mois. Il avait dit qu'il en sortirait en 1 mois. Vous avez vu, j'ai fait une liste la semaine dernière. 17 ans au Vietnam, 5 ans en Afghanistan et bien plus encore. Tous ces endroits différents. Et j'ai dit, nous, on y est depuis 2 mois. Et vous savez quoi? On va avoir la victoire très bientôt. Ce n'est pas... Et face à un pays très dur, très intelligent. Ces gens-là étaient des combattants. Et vous savez, je ne veux pas m'avancer avant les faits, mais ils n'ont plus de marine. 158 navires au fond de la mer. 158. Pensez-y. 158. J'étais en colère. J'ai dit, pourquoi vous ne les avez pas sauvés? On aurait pu s'en servir, vous savez. Ils ont préféré les couler plutôt que de les sauver. J'ai dit, mais enfin, c'est juste de l'argent. Et certains étaient bons. Ils en avaient un qui s'appelait Soleimani. Vous connaissez Soleimani? On l'a éliminé. C'était le pire, l'un des pires terroristes de l'histoire de ce pays, de ce monde. Ils ont tué beaucoup des nôtres. Est-ce que ça va nous aider à comprendre ce qui se passe? J'ai bien peur que ça n'aide pas du tout. C'est décousu, incohérent, complètement délirant. Et il devient de plus en plus évident que le président Trump a perdu tout contact avec la réalité. On voit d'ailleurs monter les appels des 2 côtés de l'échiquier politique aux États-Unis pour invoquer le 25e amendement et le destituer au motif qu'il n'est plus apte à exercer ses fonctions. Certaines de ces déclarations sont tellement détachées de la réalité que c'en est franchement troublant à entendre. Mais malgré tout, il continue de laisser entendre qu'il va bientôt y avoir de nouvelles preuves de victoire. Il définit cette victoire comme la destruction de la marine iranienne, qui est presque inexistante, et de son armée de l'air, elle aussi presque inexistante, ainsi que par l'ampleur des dégâts que les États-Unis ont infligés aux infrastructures civiles en Iran, ce qui constitue un crime de guerre. Il ne semble pas du tout être gêné, comme il l'a dit, par le droit international ou par d'autres contraintes. En ce moment, il y a une sorte de cessez-le-feu au Liban. Et je dis une sorte de cessez-le-feu parce que souvent, quand l'administration Trump essaie de conclure des accords, elle ne s'entend pas vraiment sur les termes. Elle se contente d'annoncer qu'un accord a été trouvé, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu de véritable entente. Il est très clair que la proposition initiale de cessez-le-feu, faite par le Pakistan, incluait le Liban. Il est tout aussi clair qu'Israël n'avait aucune intention de la respecter. On voit bien que le soi-disant cessez-le-feu actuel au Liban n'est pas respecté par Israël. Des responsables politiques israéliens auraient d'ailleurs été scandalisés par l'annonce prématurée de Donald Trump à ce sujet. On ne sait pas vraiment sur quoi repose cet accord. Israël continue d'occuper le sud du Liban. Qu'est-ce qu'il en reste? Le sud du Liban est devenu en gros un désert, avec la même méthode que celle utilisée à Gaza. Alors je ne vois pas très bien de quelle victoire on parle. L'Iran n'a pas capitulé. Il ne capitulera pas. Le Hezbollah n'a pas capitulé. Il ne capitulera pas. Le Hamas n'a pas capitulé. Il ne capitulera pas. Quelle victoire exactement?
C'est une idée très étrange de la guerre, comme si le seul but d'une guerre était de tuer des gens et de détruire des bâtiments. J'avais toujours pensé que le but d'une guerre, c'était de modifier les relations ou les politiques de l'adversaire. En d'autres termes, de briser la volonté de l'ennemi pour qu'il fasse ce qu'on veut. Mais aucun des objectifs annoncés, ni par Israël, ni par les États-Unis, n'a été atteint jusqu'à présent. Aucune victoire. Difficile de comprendre de quoi il parle. Reuters a rapporté, citant une source pakistanaise impliquée dans la médiation. Cette source a indiqué à Reuters que la diplomatie parallèle avait progressé, avec une prochaine rencontre qui pourrait aboutir à un protocole d'accord et à un accord plus large d'ici environ 60 jours. Voilà où on en est. Du côté iranien, quand on regarde les médias persans, les médias nationaux, on ne voit aucun signe d'optimisme. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils se préparent à une nouvelle phase de la guerre et ils ont le sentiment que ça peut éclater à tout moment. Et de l'autre côté, quand on observe ce que les États-Unis ont fait depuis le début du cessez-le-feu, on compte déjà plus de 75 vols logistiques américains vers la région. C'est ça. Et avec 10 000 soldats et tous les autres, nous avons le porte-avions américain George H.W. Bush qui se dirige vers la région. Pas en passant par la mer Rouge, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, vous savez, beaucoup de gens prédisent qu'il y aura une forme d'action militaire ce week-end. Ce soi-disant cessez-le-feu, c'est du faux. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a juste une déclaration de cessez-le-feu, ce qui arrange bien Donald Trump. Mais ce faux cessez-le-feu sera rompu par une attaque américaine, d'une manière ou d'une autre, contre l'Iran. Et comme vous le dites, l'Iran réagira. L'Iran est encore loin d'avoir épuisé son arsenal de missiles, et il reprendra les bombardements sur Israël, et peut-être aussi sur les pays arabes du Golfe. Même s'il y a des échanges en cours entre les Arabes du Golfe et l'Iran. On sait que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a été en contact avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, ou avec son adjoint. On sait que le Qatar essaie de conclure une sorte d'accord avec l'Iran. C'est très intéressant de voir que quand on parle des problèmes liés aux bases américaines dans la région, l'Iran ne mentionne pas le Koweït. Ça laisse penser qu'il se passe quelque chose en coulisses. On n'en est pas sûr. Les Émirats arabes unis ont en fait rétabli leur communication avec l'Iran. L'Iran, et bien sûr Oman, ne les avait jamais rompus. Donc il y a bien une dynamique locale. Je pense que la déclaration du Pakistan sur des progrès dans les échanges discrets n'est pas très crédible. Je comprends pourquoi il voudrait le dire et pourquoi l'administration Trump aimerait l'entendre. Et je vais avancer une hypothèse. Le Pakistan mérite sans doute une bonne part du mérite pour avoir rapproché les parties en conflit. Pas Israël, bien sûr, mais les États-Unis et l'Iran. Et encore plus de mérite pour avoir réussi à les faire se rencontrer directement, plutôt que de passer par ces discussions de proximité ou ces négociations indirectes qu'on a connues par le passé. Le Pakistan mérite du crédit, oui. Il continue d'essayer de jouer un rôle de médiateur. Et pourquoi pas? C'est très bon pour le Pakistan. Il est soutenu par la Chine, qui l'appuie dans beaucoup de domaines. Il tire parti de la relation personnelle entre Hassan Munir, le chef des forces armées pakistanaises, et Donald Trump. Et cela place le Pakistan au centre de l'attention, de manière positive, alors qu'il faut bien le dire, il avait été assez isolé jusqu'ici. En ce qui concerne l'administration Trump, vous savez qu'il y a une attaque ce week-end ou non? La mention de 60 jours est importante, à mon avis, parce que ce que Trump veut, désespérément,
c'est sortir de cette guerre. Et s'il peut prétendre qu'il y a une négociation en cours, qu'il y a en quelque sorte un processus de paix, qu'on a battu les Iraniens, qui sont vaincus et qui doivent maintenant nous parler, et tout ce genre de discours, alors il peut se présenter devant les électeurs américains en disant « J'ai gagné la guerre, ils me parlent, et on essaie de trouver un accord. » Les choses avancent, comme le prétendent les Pakistanais. Il n'y a pas besoin que tout ça soit réel, pas du tout. C'est un peu comme les mines dans le détroit d'Ormuz. On ne sait pas s'il y en a ou pas, il n'y en a peut-être aucune. Des mines imaginaires font tout aussi peur aux compagnies d'assurance que des vraies. Et des pourparlers de paix imaginaires trompent tout aussi bien la bourse et le public américain que des négociations réelles. C'est vraiment, vous savez, un exemple parfait du monde étrange dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde où plus rien n'est vérifiable. On ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne sait même pas comment avance ce qu'on appelle le blocus de la marine américaine. Apparemment, ils ne sont montés à bord d'aucun navire. Ils ont réussi, je crois, à en rediriger 12. On ne sait pas vraiment si les navires battant pavillon chinois leur prêtent attention ou pas. Ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne veulent pas d'une guerre avec la Chine. Et ce que fait la marine, ce n'est pas légal. C'est en réalité un acte de piraterie, et cela a été dénoncé comme tel. Alors, que se passe-t-il exactement? On n'en sait rien. En apparence, il y a un blocus. Laissez-moi juste terminer sur cette question du blocus. Avant cette guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert. C'était une voie maritime internationale et personne ne le contrôlait. Il relevait du droit international. Aujourd'hui, il est sous souveraineté et sous contrôle iranien, donc il est partiellement fermé. Imaginez que c'est comme une porte. La porte est entrouverte, il y a quelqu'un derrière qui regarde. Si je t'aime bien, je te laisse entrer. Si je ne t'aime pas, tu restes dehors. Alors, qu'est-ce que fait Donald Trump? Il ferme la porte et il la verrouille. C'est absurde, parce qu'en fait, ça ne fait qu'amplifier l'impact sur l'économie mondiale et ça nuit à presque tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre. C'est tellement incohérent que ça en paraît fou. Donc, ça ne sert à rien pour les États-Unis. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien non plus pour Israël, parce qu'Israël est maintenant complètement isolé sur le plan diplomatique. Et il vient de perdre son principal atout, son droit de veto au sein de l'Union européenne, grâce à Viktor Orban, qui apparemment s'est retiré de la vie politique. Il est encore assez jeune pour continuer, mais je ne pense pas qu'on le reverra dans une position d'autorité. Et cette guerre, qui n'a pas cessé, elle est juste en pause, c'est tout, pourrait s'éteindre avec de fausses négociations de paix, de faux cessez-le-feu. Vous voyez que certains respectent s'ils en ont envie et que d'autres ignorent s'ils n'en ont pas envie. Il est très clair qu'Israël ne veut pas mettre fin à cette guerre parce que M. Netanyahou irait en prison si la guerre se terminait. Et il est bien décidé à ne pas aller en prison. Et si vous savez quoi que ce soit sur les prisons israéliennes, vous comprendriez pourquoi. Il n'a vraiment aucune envie d'y aller. Alors, je ne sais pas trop où on en est. J'imagine qu'il faut simplement, comme le dit souvent Donald Trump, attendre et voir, vous savez. Oui, Monsieur l'ambassadeur, avec le blocus, comme vous l'avez mentionné, on a eu certaines données sur ce qui s'est passé, sur la situation actuelle. Et d'après la base de données de Tanker Trackers, on a vu que depuis le début du cessez-le-feu, l'Iran a exporté plus de 11 millions de barils de pétrole, sans rencontrer la moindre opposition ni la moindre difficulté de la part des États-Unis. C'est pour ça que je dis, on ne sait pas vraiment si ce cessez-le-feu est autre chose qu'une manipulation des perceptions, quelque chose de pas réel. Apparemment, la guerre moderne,
que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, est pleine de manipulations de ce genre. Et au fond, on ne sait jamais. Ce n'est pas le brouillard de la guerre, c'est le brouillard de la manipulation délibérée de l'opinion. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme vous l'avez mentionné, ils ont réussi à forcer certains navires iraniens à faire demi-tour. Mais cet appel téléphonique dont vous parlez, entre le ministre iranien des Affaires étrangères et celui d'Arabie saoudite, je pense qu'il concernait surtout le blocus. Les Iraniens disaient à l'Arabie saoudite que puisque le pays utilise l'oléoduc pour envoyer son pétrole vers la mer Rouge et sortir ainsi de la région, cela complique la situation régionale. Mais l'Iran adresse un message clair aux pays du CCG. Si quelque chose bloque notre commerce, vous allez subir la même chose. C'est ça, le message. Exactement. Et au moins, l'Iran le revendique. Je pense qu'Ansar Allah, les Houthis sont en réalité assez indépendants, mais l'Iran affirme au moins que les Houthis sont prêts à fermer à nouveau la mer Rouge, c'est-à-dire à bloquer le Bab el-Mandeb. Dans ce cas, les exportations depuis Yanbu et la côte saoudienne de la mer Rouge au nord de Jeddah seraient interrompues, parce qu'en ce moment, ils exportent, je crois, près de 7 millions de barils par jour. Donc, leurs revenus continuent de s'accumuler. Mais l'Iran a frappé une station de pompage sur cet oléoduc est-ouest et il a montré qu'il pouvait la mettre hors service. Donc oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Une discussion entre le prince Faisal Ben Farhan et son homologue iranien aurait forcément comporté plusieurs volets, dont un avertissement iranien. Mais je pense aussi que les Saoudiens ont clairement fait savoir qu'ils ne soutiennent pas le blocus américain. Ils l'ont dit publiquement. Ils s'y opposent. Et je crois que, pour revenir à une discussion qu'on avait eue il y a quelque temps, il y a eu un effort très intense de la part d'Israël pour présenter l'Arabie saoudite comme favorable à la guerre alors qu'elle ne l'était pas et ne l'est toujours pas. L'Arabie saoudite a trop à perdre. Elle veut la paix. Elle ne veut pas la guerre. Bien sûr, tout le monde dans le Golfe du côté arabe est très en colère contre l'Iran parce qu'ils ont été frappés et qu'ils voudraient se venger. Mais ils commencent à comprendre que ce n'est pas possible. L'Iran ne va pas disparaître. Et s'ils ne parviennent pas à faire la paix avec l'Iran, ils vivront sous une menace permanente. Les États-Unis leur ont maintenant clairement montré qu'ils ne se soucient pas vraiment d'eux, qu'ils ne sont pas capables de les défendre, et surtout qu'ils ne sont pas prêts à faire l'effort nécessaire pour le faire. Du coup, ils se retrouvent dans une impasse. Ils doivent repenser leur position géopolitique. Leur problème, c'est qu'il n'y a vraiment personne pour remplacer les États-Unis comme puissance capable de projeter sa force dans la région. Et là, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Après la guerre du Golfe, celle de 1990 à 1991, la guerre pour libérer le Koweït, les États-Unis, de façon assez incompréhensible, sous l'administration Clinton, ont abandonné, clairement dans l'intérêt d'Israël et non dans celui des Arabes du Golfe, la politique d'équilibre que nous menions jusque-là dans la région. Avant cela, nous étions restés en retrait, à l'horizon. À l'époque, nous n'avions pas une grande présence militaire dans le Golfe. Nous utilisions l'Iran et l'Irak pour se contrebalancer. Du coup, les pays arabes du Golfe se sont rangés du côté de l'Irak pour éviter que l'Iran ne prenne le dessus. Et inversement, l'Iran s'opposait bien sûr à l'Irak pour la même raison, afin de préserver son indépendance et sa liberté d'action. Puis en janvier ou peut-être en février 1993, quand l'administration Clinton est arrivée, Martin Indyk, cet australo-israélo-américain chargé du Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale, a imposé ce qu'il appelait la double containment, la double endiguement. Autrement dit,
Nous ne chercherions plus à équilibrer l'Iran et l'Irak en nous appuyant sur les Arabes du Golfe et sur l'Iran, mais à les contenir tous les deux nous-mêmes. Cela a conduit à une présence militaire massive dans la région qui se poursuit encore aujourd'hui. Et c'est justement cette politique de double endiguement qui portait en elle les germes du désastre qu'on observe aujourd'hui. Et elle ne sert pas, elle n'a jamais servi les intérêts des Arabes du Golfe. Donc je pense qu'on va assister à beaucoup de mouvements géopolitiques dans la région au cours de l'année à venir. Peut-être qu'une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, comme le Pakistan l'a laissé entendre, serait la manière la plus élégante pour Donald Trump de se retirer de la région. Et là encore, comme je l'ai déjà dit, sa méthode de négociation, c'est l'intimidation. C'est ce qu'il fait. Il essaie de vous détruire ou il menace de le faire. Une approche très mafieuse de la négociation. Mais son habitude, quand il échoue, c'est de déclarer faillite et de s'en aller. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, j'ai échoué. Je n'ai plus aucune obligation. J'ai gagné. Me voilà. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de la région elle-même. Si on pense à Gamal Abdel Nasser, après la guerre de Suez, il a été durement battu sur le plan militaire, mais il a dit « Hey, je suis toujours là. Ils m'ont tout lancé et regardez comme je suis fort. Vous avez besoin de moi. Montrez-moi du respect. » Saddam Hussein a fait la même chose. Vous savez, ils ont essayé de se débarrasser de moi, mais ils n'y sont pas arrivés. Et me voilà, et ainsi de suite. Et en plus, si vous voulez des médicaments ou de la nourriture, il vaut mieux être gentil avec moi, parce que je contrôle toutes les importations. Alors peut-être que Donald Trump fait la même chose. Hey, quoi qu'il se soit passé, je suis toujours là. Je suis fort, intelligent, puissant, et vous feriez bien de faire attention à moi. Et ainsi de suite. C'est peut-être ça, en fait. Franchement, je ne vois pas d'autre explication parce qu'il est très clair que cette guerre n'a pas été favorable aux États-Unis. Elle nous a affaiblis à l'échelle mondiale, à la fois sur le plan militaire et politique, et elle va bientôt nous coûter cher sur le plan économique. Elle n'a pas été tendre non plus avec Israël, mais à cause de la coupure de la couverture satellite, on ne peut pas savoir à quel point les dégâts en Israël sont graves. Apparemment, certains Israéliens rentrent chez eux. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que beaucoup d'entre eux s'étaient installés à l'étranger pendant la guerre. Je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir. Peut-être qu'ils vont trouver une situation semblable à celle des Libanais qui ignorent les consignes de l'armée israélienne et de leur propre gouvernement, et qui retournent dans le sud du Liban pour voir ce qu'il reste de leur maison. Peut-être qu'ils en arriveront à la même conclusion. Ce n'est bon pour personne. C'était une très mauvaise décision d'entrer dans cette guerre. Et tout cela s'est fait, je pense, au nom d'intérêts israéliens pervers, mal réfléchis et mal définis. Et vous savez, il faut espérer qu'à un moment donné, Israël décidera que plutôt que de vouloir conquérir tous ses voisins, plutôt que de les soumettre, il doit faire la paix avec eux. Peut-être qu'après 78 ans, pour la première fois, il fera une proposition de coexistence pacifique. Si c'était le cas, je pense que l'Iran l'accepterait volontiers, et les pays arabes aussi. Mais bon, ça ne semble pas être à l'ordre du jour. En fait, Israël prend actuellement la direction opposée. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Je pense que pour comprendre ce qu'est Israël aujourd'hui, il faut aussi savoir ce qui se passe, par exemple, au Liban. Donald Trump, il y a seulement quelques heures, a dit que c'était peut-être une journée historique pour le Liban, que de bonnes choses étaient en train de se produire. Vous savez, on avait eu une sorte de cessez-le-feu en 2024 entre Israël et le Liban, et Israël attaquait encore et encore. Et c'est la même situation.
Je le pense, oui. Vous savez, on a eu une déclaration très claire du Premier ministre Netanyahou. Israël n'a pas l'intention de se retirer du sud du Liban. Son objectif, c'est d'annexer le sud du Liban. C'est aussi l'objectif de plusieurs membres de son gouvernement, et ils l'ont dit ouvertement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas apprécié la déclaration de cessez-le-feu de Donald Trump. À mon avis, ce cessez-le-feu n'a pas vraiment de fondement, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, les États-Unis ont organisé une rencontre entre l'ambassadeur du Liban à Washington et l'ambassadrice d'Israël à Washington, qui est une femme au passage. Et ces discussions servent les intérêts du gouvernement libanais, parce qu'il n'a aucune légitimité au Liban. C'est le produit d'une constitution imaginée par la France, selon laquelle le président est toujours un chrétien maronite, le président du Parlement est toujours chiite, et les sunnites, vous savez, ont leur place réservée. Donc ce système n'est pas légitime, parce que ces arrangements ont été faits à une époque où il y avait, proportionnellement, beaucoup plus de chrétiens et beaucoup moins de chiites qu'aujourd'hui. Le gouvernement libanais, en réalité, n'est qu'un gouvernement nominalement efficace, pas vraiment. Et l'autorité qui exerce réellement le pouvoir, dans une grande partie du Liban, c'est le Hezbollah. Et la seule force de défense capable de protéger le Liban, c'est le Hezbollah. L'armée libanaise n'en est pas capable, même si elle le voulait. Donc on a ici une sorte d'accord tacite entre le gouvernement libanais, qui aimerait bien utiliser les Israéliens pour détruire le Hezbollah et rétablir son autorité. En gros, le gouvernement libanais dit « Autrefois on était sous influence iranienne, maintenant on veut être sous influence israélienne ». Autrement dit, la domination de l'Iran est remplacée à leurs yeux par celle d'Israël. Du point de vue des Israéliens, évidemment, c'est une manière de diviser et de contrôler le Liban, et ils se servent du gouvernement libanais comme d'un instrument pour désarmer le Hezbollah, du moins en théorie. Bien sûr, le gouvernement libanais n'a pas la capacité de désarmer le Hezbollah. Et toute personne qui est allée à Beyrouth ou dans d'autres régions du Liban et qui a vu ce qui s'y passe le sait très bien. Donc c'est encore un de ces exercices de politique étrangère fantaisiste de l'administration Trump. Il se passe quelque chose de bien au Liban? Exactement quoi? 1 million de personnes sont déplacées. Le sud du pays est en train de devenir un désert. Vous savez, Israël considère tout Libanais vivant dans le sud du Liban comme une cible légitime pour un assassinat, un meurtre, un massacre, voire un génocide. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Rien. Et tout ça nous ramène au vrai problème ici. Vous savez, on vit même au Brésil dans un océan de médias occidentaux. Et ces médias répètent toujours les mêmes choses. Par exemple, l'Iran serait le plus grand sponsor du terrorisme d'État au monde. Non, ce n'est pas vrai. C'est Israël qui est un État terroriste. L'Iran n'a pas commis de génocide. Il n'a pas commis de massacre de masse. Oui, il a tiré sur des manifestants, c'est vrai, mais pas 45 000, ni 30 000, ni 20 000, ni 7 000, ni quel que soit le chiffre du jour, parce que tous ces chiffres sont inventés. L'Iran, et je ne suis pas du tout un admirateur du gouvernement iranien, mais dire que c'est le champion du terrorisme, c'est absurde. Le vrai champion, c'est Israël. Combien de milliers de personnes a-t-il assassinées? Combien de centaines de milliers de personnes a-t-il bombardé ou affamé jusqu'à la mort? Que fait-il à Gaza, sous ce soi-disant cessez-le-feu? Que fait-il en Cisjordanie? Des colons brûlent des maisons, tirent sur des gens, frappent des femmes, violent des personnes. Tout ça se passe en ce moment même, en Cisjordanie. Et alors, qu'est-ce qu'Israël fait au Liban? La même chose, encore et encore. Donc, le fait que les médias occidentaux qualifient l'Iran de parrain du terrorisme, tout en épargnant Israël, c'est quand même assez remarquable. Mais ça touche à sa fin,
parce que les gens commencent à parler, et la réalité, peu à peu, refait surface à travers le brouillard de propagande dans lequel elle avait été engloutie. Vous savez, je pense que oui, des choses importantes se passent au Liban. Et parmi elles, il y a la mise en lumière des atrocités commises par Israël, l'absence totale de vision pour la paix, la convoitise d'Israël envers les terres de ses voisins ou des cohabitants de la Palestine et son manque absolu de diplomatie. Et malheureusement, Israël a contaminé les États-Unis avec ce même état d'esprit. On se retrouve donc avec une administration qui a vidé de sa substance la capacité diplomatique du pays, qui envoie des agents immobiliers jouer les diplomates et qui affiche un bilan de totale faillite en matière de diplomatie. Du coup, elle s'en remet à un soi-disant secrétaire de la guerre, Hegseth, pour, vous voyez, bombarder, mitrailler, tuer et faire souffrir tous ceux qui s'y opposent. C'est une situation vraiment, vraiment désastreuse. Je ne vois pas comment le président peut prétendre qu'il se passe quelque chose de positif au Liban. Monsieur l'ambassadeur, la vision d'ensemble que vous évoquiez tout à l'heure, sur la manière dont les États-Unis se sont affaiblis pendant cette guerre contre l'Iran, notamment en ce qui concerne les bases américaines dans les pays du Golfe et les conséquences dans le détroit d'Ormuz. Tout cela, c'était déjà un sujet avant le début de la guerre. Mais quand on regarde le tableau plus large, on voit que tout ce qui s'est passé autour de ces bases a un impact direct sur la capacité d'Israël à se défendre. Et aujourd'hui, qu'il s'agisse de sa force offensive ou de sa force défensive, Israël est loin d'avoir le niveau qu'il avait avant le début du conflit. Bien sûr. Et comment voyez-vous les choses? Parce que, à mon avis, le cas du Liban montre d'une certaine façon que les États-Unis savent que si Israël continue la guerre contre le Liban, dans le sud du pays, ils ne pourront pas vaincre le Hezbollah. C'est pour ça qu'ils doivent trouver un deuxième plan, un plan de secours. En clair, provoquer une sorte de guerre civile au Liban, faire en sorte que tous ces partis s'affrontent entre eux pendant qu'Israël s'empare du sud du Liban. Eh bien, je pense que c'est exactement le plan israélien. Et les États-Unis, une fois de plus, se laissent entraîner à soutenir ce plan. À ma connaissance, nous n'avons pas interrompu les ventes d'armes ni l'aide militaire à Israël. Si nous étions vraiment sérieux à propos d'une issue positive au Liban, nous mettrions fin à l'invasion et à l'occupation israélienne du sud du pays. Vous savez, Israël a déjà essayé ça. Il a été battu par le Hezbollah. Cette guerre a apparemment coûté très cher aux Israéliens. Et vous savez, je voudrais terminer en parlant un peu de l'équilibre entre Israël et l'Iran. Mais je crois qu'on peut dire que parmi les graves conséquences de cette guerre, il y a la perte du moral et de l'engagement moral des Israéliens envers leur armée. Aujourd'hui, quand on rappelle les réservistes, seuls 40 à 50% répondent présents. Beaucoup de gens ne réagissent pas comme ils le devraient. Aux États-Unis, les forces armées américaines sont en train de se dégrader. Les taux de réengagement, c'est-à-dire le nombre de militaires qui décident de rester, sont en forte baisse. Beaucoup disent « Je ne veux pas faire partie d'une armée qui tue des écolières à Minab. Ce n'est pas pour ça que je me suis engagé. » Ils ajoutent « Je ne me suis pas engagé pour passer 11 mois en mer à bombarder des gens qui n'ont rien fait aux États-Unis pour mener une guerre au nom d'Israël. » Donc, des deux côtés, en Israël comme aux États-Unis, on assiste à un effondrement de l'efficacité militaire. Bien sûr, la technologie et la formation comptent énormément dans l'armée, mais Israël sur le terrain n'est visiblement pas très performant. À chaque fois qu'il affronte le Hezbollah, il se fait battre. Les États-Unis sont très efficaces sur le terrain, ils l'ont toujours été.
Mais je pense que, vous savez, le moral compte énormément dans une guerre. Et en ce moment, le moral, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, est très bas. C'est un point important. Revenons un instant à l'équilibre entre Israël et l'Iran. Vous disiez qu'Israël n'a plus vraiment la capacité de se défendre efficacement. C'est exact. Je ne pense pas qu'il y ait de solution rapide à ce problème, parce que ce qu'on appelle la profondeur du stock, c'est-à-dire le niveau des réserves d'armes essentielles et de systèmes de défense, est très faible, et il n'y a pas vraiment de quoi renforcer efficacement la défense israélienne. Quant à l'Iran, de son côté, il a essayé de se défendre, mais il était prêt à encaisser de lourdes pertes. C'était toute sa stratégie. C'était la stratégie du rope-a-dope de Muhammad Ali. En gros, je vais laisser Israël dépenser toutes ses forces et les États-Unis utiliser tout ce qu'ils ont contre moi. Et quand ils seront à bout, là j'attaquerai. C'est à peu près ce qu'a fait l'Iran. Il a tiré de vieux missiles, des drones, et a épuisé les défenses de ses adversaires, les États-Unis et Israël. Ensuite, il a commencé à utiliser ses missiles hypersoniques plus performants et des systèmes de guidage plus précis, et il a montré, de manière très claire, qu'il pouvait frapper n'importe quelle cible en Israël. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il va viser maintenant? Si on en revient à, enfin pour conclure, si ceux qui prédisent une reprise des actions militaires ce week-end, la semaine prochaine, ou à la fin de la trêve de 2 semaines, ont raison, alors Donald Trump a un vrai problème. Il a déclaré la victoire. Mais si nous avions vraiment gagné, pourquoi faudrait-il reprendre les combats, vous voyez? S'il accepte les conditions de l'Iran, il se retrouve aussi face à un problème, parce qu'en les acceptant, il admettrait sa défaite. Donc, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est simplement se préparer à la faillite et à se retirer. Ce n'est pas une solution durable. L'Iran vient d'établir des précédents dans le détroit d'Ormuz, et je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour le monde. Si l'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz, pourquoi la Chine ne pourrait-elle pas fermer le détroit de Taïwan? Pourquoi la Malaisie ou l'Indonésie ne pourrait-elle pas fermer le détroit de Malacca ou d'autres détroits à travers l'Indonésie? Il y a en fait 3 détroits, 2 en plus de celui de Malacca. Si c'est le cas, où est la liberté de navigation? Où est le commerce international? Où est la sécurité du transport maritime? Je ne pense pas que ce soit un bon précédent. Et j'espère vraiment que quand cette guerre sera enfin terminée, l'Iran aura la sagesse de convoquer une conférence internationale et de créer un cadre juridique pour ce qu'il fait. Un peu comme si on pense au traité des Dardanelles, celui qui régit le passage du Bosphore entre la mer Noire et la Méditerranée, et inversement. À l'époque de l'impérialisme, alors que l'Empire ottoman se désagrégeait, les puissances européennes, les Britanniques et d'autres, ont fermé ce détroit. Elles n'ont pas permis à la Turquie d'y jouer un rôle de gestion. Mais dans un traité ultérieur, dans les années 30, ils ont convenu que les Turcs devaient avoir une capacité de gestion. Il y avait toutefois des règles précises acceptées par tous. C'est ce genre d'accord qu'il faudrait pour le détroit d'Ormuz. Mais on en est encore très très loin. Parce qu'il n'y a pas de vraie discussion entre les deux parties, et personne n'est capable de les mener. Même avec J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner, on voit bien le niveau de la négociation. On voit comment l'Iran en parle, à quel point l'Iran était préparé pour ces discussions. Et du côté des États-Unis, on voit bien qu'il n'y a personne pour négocier, pour dialoguer. En gros, ils sont là pour imposer leurs conditions à l'Iran, ce qui n'a aucun sens. Il faut replacer tout ça dans son contexte. Et ce contexte, ils ne l'avaient pas. Ce n'était pas une négociation. C'était une réunion de façade, une mise en scène destinée à influencer l'opinion publique, pas
à obtenir un résultat concret. Je parle ici de la position américaine. Et c'était pour les États-Unis l'occasion de présenter un ultimatum. Mais cet ultimatum n'avait aucune base réelle, parce que les États-Unis n'ont pas vaincu l'Iran. Je suis d'accord. La délégation iranienne, apparemment, elle comptait environ 70 personnes, était très bien préparée. Elle comprenait des diplomates expérimentés et des experts techniques. Ils étaient prêts pour une vraie négociation si elle avait eu lieu. Mais je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'elle ait lieu, donc je ne crois pas qu'ils aient été particulièrement déçus qu'elle n'ait pas eu lieu. Mais J.D. Vance, eux, ils savaient qu'ils avaient l'autorisation de Téhéran pour conclure un accord si c'était possible. Bien sûr, ils auraient dû soumettre un accord final à d'autres en Iran, surtout aux gardiens de la révolution. Mais ils avaient cette autorité. J.D. Vance, lui, n'en avait aucune. Il a eu 11 appels téléphoniques avec Donald Trump. Il a aussi parlé plusieurs fois avec Benjamin Netanyahu, qui, lui, était en contact avec Donald Trump pour lui dire quoi faire. Benjamin Netanyahu contrôlait l'agenda américain, pas J.D. Vance. Il n'avait aucune autorité pour conclure un accord. Donc tout ça, c'était une farce, une mise en scène, pas une vraie tentative de résoudre les problèmes en question. Et j'ai bien peur que vous ayez tout à fait raison. Faire passer des messages par les Pakistanais, vous savez, que Dieu les bénisse, les Pakistanais, mais ça ne remplace pas un vrai dialogue sur les questions de fond. Et quelles sont ces questions? D'abord, le droit de l'Iran, selon le traité de non-prolifération, d'enrichir de l'uranium. Ensuite, la question de savoir si l'Iran va maintenant, comme je le pense, construire une bombe. Je suis convaincu que l'Iran est désormais persuadé que sa sécurité dépend d'une dissuasion nucléaire. Donc il en viendra à la même conclusion que la Corée du Nord et suivra la voie nord-coréenne. Et ça, c'est une catastrophe. Ça n'avait absolument pas besoin d'arriver. Deuxième point, la question du détroit d'Ormuz. Fermer la porte et la verrouiller comme l'ont fait les États-Unis, ce n'est pas une réponse à la question de savoir comment rouvrir ce détroit. Ce détroit doit rester ouvert, pour des raisons qui concernent tout le monde. C'est pour ça que, sans doute, les Saoudiens ont passé un coup de fil à Téhéran. Ils ont besoin que ce soit ouvert. Tout le monde en a besoin. L'Iran en a besoin. Les Émirats arabes unis aussi. Ça peut être ouvert, mais vous savez, personne ne fait de propositions qui tiennent la route. Tout le monde parle de quoi? D'un fantasme d'action militaire pour l'ouvrir. Mais on ne peut pas l'ouvrir par la force. On a un groupe de 40 pays qui se réunit sous l'égide des Français et des Britanniques pour essayer de trouver une formule pour le détroit d'Ormuz. Moi, je leur suggère de regarder le traité des Dardanelles, parce qu'au bout du compte, ils devront reconnaître une fonction de gestion iranienne dans le détroit d'Ormuz. Voilà pour le deuxième sujet. Le troisième, c'est la confrontation entre Israël et l'Iran. Israel has been attacking Iran for decades. Through assassinations, through bombs, through occasional wars, not only against Iran's clients and in the resistance to Israel, Hezbollah and Hamas and others, the Houthis, but directly against Iran more recently with the backing of the United States. That has to stop. There has to be mutual deterrence. Israel has to recognize that it has finally come up against an enemy in the region that can match it and make it suffer. And it is no longer unaccountable, or it no longer enjoys impunity. And by the way, the political impunity and legal impunity that Israel has enjoyed is entirely dependent on the United States government. And the opinion in the United States on this is shifting rapidly. Et l'opinion publique aux États-Unis sur ce sujet est en train de changer radicalement. Quand les Israéliens ressortent leurs arguments tout faits pour expliquer pourquoi les États-Unis devraient soutenir Israël plutôt que n'importe qui d'autre, pourquoi le privilège israélien devrait être renforcé et non pas supprimé ou remis en cause, eh bien, ça n'a plus aucune crédibilité.
Les gens secouent la tête, incrédules. Et pourtant, ils continuent à tenir ce discours. Comment peuvent-ils prétendre être du bon côté alors qu'ils tuent des femmes et des enfants, qu'ils bombardent des hôpitaux, qu'ils exécutent à double reprise du personnel médical et des humanitaires, et qu'ils affament la population en la privant de nourriture et de médicaments? Ils ne le peuvent pas. Israël se retrouve donc aujourd'hui dans une position très difficile. Il va falloir qu'il change d'avis. Il va falloir un changement de régime. L'Iran, lui, n'a pas connu de changement de régime. Il a connu une consolidation du régime. Ce n'est pas comme ça que ça se passera en Israël. Malheureusement, je pense qu'en ce moment, les meilleurs observateurs de la politique israélienne estiment que celui ou celle qui succédera à Benjamin Netanyahou sera le même, simplement sans la corruption que Netanyahou a montrée. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer à court terme. Mais à long terme, toute personne qui se soucie un tant soit peu des Israéliens devrait les convaincre qu'ils doivent faire la paix, pas la guerre. Ils ne peuvent pas être en sécurité dans leur région s'ils tirent sur tout le monde en permanence. Nous avons appris aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, que Starmer est arrivé à Paris il y a quelques instants pour rencontrer Macron et discuter de la réouverture du détroit d'Ormuz. La question, c'est donc, quelle est la capacité réelle de l'Europe, ou quel chemin l'Europe peut-elle suivre maintenant? Un reportage de CNN indiquait que, d'après leur analyse, si l'Europe n'a pas rejoint les États-Unis dans le détroit d'Ormuz, ce n'était pas seulement une décision politique, même si ça l'était un peu, mais surtout une question de capacité militaire. En clair, ils n'en ont pas les moyens. Leur puissance militaire s'est tellement affaiblie que c'est la principale raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas participer aux opérations dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, je pense que oui, ils sont très faibles sur le plan militaire, surtout quand il s'agit de projeter leur puissance au-delà de l'Europe. Mais en Europe, ils ne sont pas faibles. Si les Russes avaient vraiment les ambitions qu'on prête à Moscou, ils seraient capables de tenir leur position. Mais ce qu'ils n'ont pas, et là, on touche au problème politique, c'est l'unité. Ils n'ont pas d'unité de commandement militaire. Ils n'ont pas d'industrie de défense unifiée. Chaque pays agit pour lui-même. Ils ne savent pas coordonner leur politique étrangère de manière efficace. Non, ils sont tous euphoriques. Ils sont tous contents que Viktor Orban soit parti. Mais le départ de Viktor Orban ne change pas les intérêts de la Hongrie. Et la Hongrie a intérêt à maintenir une relation cordiale avec la Russie, et elle continuera à le faire même sous Péter Magyar, le nouveau Premier ministre. Évidemment, le deuxième problème, c'est la question politique. La capacité de coordonner une position commune et de s'y tenir, c'est un vrai défi pour les Européens. C'est pour ça que même si l'Europe est très puissante sur le plan économique, même si elle est très efficace pour intégrer les pays de sa périphérie, pour encourager des réformes profondes dans des pays comme la Turquie, à travers le processus d'adhésion à l'Union européenne, ou pour transformer la vie politique en Bulgarie, en Roumanie et ailleurs. Malgré toute cette efficacité-là, elle reste totalement inefficace comme acteur international. Elle n'existe tout simplement pas. Même avec 2 sièges au Conseil de sécurité, elle n'existe pas comme force capable d'influencer réellement les événements à l'échelle mondiale. Non, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, au fond, les Européens qui ont inventé la diplomatie moderne doivent la redécouvrir. Rien ne montre qu'ils sachent encore la pratiquer aujourd'hui. Donc encore une fois, je reviens à la solution à long terme dans le détroit d'Ormuz, la reconnaissance d'un rôle de gestion pour l'Iran et Oman selon des règles convenues. Et ça demandera un vrai processus de négociation
qu'on ne voit pas pour l'instant. Il faudra aussi un peu d'imagination et surtout des compétences diplomatiques qu'on ne trouve plus vraiment nulle part aujourd'hui, sauf en Iran. Arakchi, par exemple, est un diplomate très impressionnant. Lavrov aussi. Wang Yi également. Mais où est l'équivalent en Occident? Moi, je n'en vois pas. Monsieur l'ambassadeur, je pense que le point que vous venez de soulever est vraiment essentiel, surtout en ce moment. Parce que la politique étrangère des États-Unis sous l'administration Rubio, sous Rubio, mais où est Rubio? Qui est Rubio? Il ne participe pas aux discussions sur l'Ukraine. Il n'est pas non plus impliqué dans les négociations avec l'Iran. Je suppose qu'il ne fait rien de ce genre concernant Taïwan et la Chine. En revanche, il est extrêmement dur quand il s'agit de l'Amérique latine. Dès qu'il est question de l'Amérique latine, il est à 100% pour un changement de régime, voire une opération militaire. Mais on n'a pas vraiment de vision d'ensemble de Marco Rubio, ni de qui est cet homme au sein de l'administration Trump. Bon, je vais faire quelques remarques. D'abord, c'est clairement un politicien cubano-américain de droite, avant tout. Et si vous vivez au Brésil, vous voyez sans doute ce que ça veut dire. C'est un militariste dans l'hémisphère occidental. Il ne comprend rien à la diplomatie. Ce n'est pas le secrétaire d'État. Il est aussi censé diriger le Conseil de sécurité nationale, un poste qu'il n'assume pas. Il n'y a aucune coordination, aucun vrai processus de politique étrangère en place. Il a d'autres fonctions, archiviste national et toutes sortes d'autres rôles. Et en gros, il sert dans une administration dirigée par un homme fort, Donald Trump. Et vous savez, c'est le premier point. D'ailleurs, cet homme fort est aujourd'hui mentalement instable, s'il l'a jamais été. Donc ce n'est pas une bonne chose. Rubio ne constitue pas un contrepoids à Donald Trump. C'est un flagorneur. Il flatte Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir président. Et Donald Trump vient de lui faire un beau cadeau en humiliant J.D. Vance, en l'envoyant interférer dans l'élection hongroise d'une manière qui a complètement échoué, puis en le dépêchant à Islamabad pour une mission diplomatique sans aucun résultat. Donc Marco Rubio doit se sentir plutôt bien en ce moment. Apparemment, il participe à la discussion que les Européens ont sur la façon d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas s'il a la moindre idée sur le sujet. Je soupçonne que non. Voilà. Mais en réalité, on vit dans un monde où les hommes forts s'imposent. Et donc on a Asim Munir au Pakistan, qui est clairement celui qui dirige, pas Shehbaz Sharif, même s'il a encore ses fonctions. Nous avons Vladimir Poutine à Moscou, clairement aux commandes. C'est un homme fort, très intelligent et parfaitement maître de ses facultés mentales, contrairement à notre président. Et puis il y a Xi Jinping, qui est le premier parmi ses pairs au sein du Politburo en Chine. C'est pas un dictateur, mais c'est un dirigeant extrêmement puissant. Nous avions Khamenei en Iran. On ne sait pas vraiment si Mostafa Khamenei, son fils, a aujourd'hui une quelconque autorité réelle. On ne le voit même pas. Il serait gravement affecté par l'assassinat de sa famille, même s'il se trouvait dans le jardin à ce moment-là. Donc on pense que les gardiens de la révolution sont aux commandes, mais on ne sait pas vraiment qui prend les décisions finales en Iran. Et puis si on regarde du côté de l'Inde, on a Modi. En Israël, on a Netanyahou. Ce sont des dirigeants entourés de leurs proches, de leurs fidèles. Ils ne sont pas à la tête d'un cadre institutionnel. Je dirais que les Chinois font peut-être exception à cet égard, parce que le Parti communiste chinois, qui compte presque 100 millions de membres, réfléchissez à ça. Donc vous voyez, ce n'est pas un spectacle dirigé par un seul homme. Et je crois que le chiffre exact tourne autour de 93 millions, à peu près la population de l'Iran. Mais on vit dans un monde où le droit international est mort. Plus personne n'y prête vraiment attention.
Certains le défendent, comme les Chinois, ils le défendent, oui, mais ils ne font rien pour le faire respecter. Les États-Unis l'ignorent. Et Israël n'y a jamais prêté la moindre attention. Israël a violé toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et l'a fait avec un certain plaisir. C'est un monde étrange. Ce n'est pas celui auquel on était habitué. Même la guerre froide, à bien des égards, c'était mieux que ça. Monsieur l'ambassadeur, on a en Europe un acteur vraiment redoutable, à mon avis, c'est l'Espagne. Jusqu'à présent, l'Espagne a rouvert son ambassade en Iran. Elle est allée en Chine. Elle a reçu du pétrole russe. Vous savez, la Russie a envoyé à l'Espagne, comme l'a rapporté El País, sa plus grande livraison de gaz de toute son histoire, pendant le premier mois de la guerre au Moyen-Orient. C'est un pays qui, d'une certaine manière, prend ses distances avec la ligne officielle en Europe. Ah oui, tout à fait. Vous savez, dans le contexte de la guerre en Asie de l'Ouest, l'Espagne a été la première à priver les États-Unis de l'usage de ses bases ou de son espace aérien. Et elle a refusé de se plier aux exigences de Donald Trump concernant son budget de défense. Elle n'accepte pas non plus la politique belliqueuse de l'OTAN envers la Russie. Vous savez, je crois que Pedro Sánchez, le Premier ministre, est allé en Chine 4 ou 5 fois depuis le début de son mandat. L'Espagne fait clairement ce qu'un pays devrait faire, défendre avant tout ses propres intérêts. America first, España primera, l'Espagne d'abord, vous voyez, et c'est très remarquable. Mais l'Espagne a lancé une tendance, et d'autres suivront. Les Français ont fermé leur espace aérien à toute participation à la guerre du Golfe et à celle d'Asie de l'Ouest, la guerre contre l'Iran. L'Italie, de son côté, a annoncé à Israël qu'elle ne renouvellerait pas sa coopération en matière de défense, et elle a fermé Sigonella, la grande base en Sicile, aux États-Unis. Ce qu'on observe en fait, c'est un démantèlement progressif, une sorte de dissolution de l'OTAN, autrement dit de la domination américaine sur l'Europe. Les pays ne suivent plus la direction imposée par Washington. Et ce n'est pas seulement en Europe. En Asie-Pacifique aussi, par exemple, la Corée du Sud a pris une orientation très différente de celle des États-Unis, avec des critiques très fortes à l'égard d'Israël, des déclarations très franches affirmant qu'elle ne veut pas être associée à des pays qui se comportent comme Israël. Le Japon s'oriente vers un budget de défense équivalent à 2% de son PIB, soit le double d'avant. L'Allemagne fait la même chose. Donc si on est Donald Trump, on peut imaginer que tout ça arrive parce qu'il l'a dit. Vous savez, un peu comme quand il prétend que la nomination du pape, c'est grâce à lui. Bref, il s'imagine beaucoup de choses. Mais en réalité, ces pays avancent. Ils développent leur propre capacité de défense. Ils construisent aussi leur autonomie en matière de politique étrangère. Ils se dotent des moyens de défendre leurs propres intérêts plutôt que de suivre ceux d'un allié extérieur, comme les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans le Golfe Persique. Si on regarde la révolution islamique d'un point de vue géopolitique, ce qu'elle a représenté, c'est l'Iran qui se débarrasse de la tutelle occidentale. En gros, le message c'était « Nous ne serons plus un pays soumis à l'Occident. Nous allons être un pays indépendant, avec nos propres politiques, et ainsi de suite. » Alors peut-être que ces politiques étaient un peu agaçantes, pas toujours très efficaces, mais on ne peut pas nier que l'Iran a lancé un mouvement que les Arabes du Golfe et d'autres suivent aujourd'hui. Regardez l'Égypte, par exemple, qui redéveloppe ses relations avec la Chine et la Russie. On voit donc des pays, des puissances moyennes, des pays plus petits, qui s'émancipent de l'emprise de tout protecteur étranger. Regardez la Turquie, par exemple. Je ne suis pas un grand admirateur de M. Erdogan en ce moment.
Je trouvais qu'à l'époque où il était maire d'Istanbul, il était vraiment impressionnant. Peut-être qu'il aurait dû en rester là. Mais bon, on ne peut pas nier que la Turquie est aujourd'hui une puissance indépendante. Et on voit de nouvelles relations se former. C'est ce qu'on a vu avec la rencontre entre le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie, qui a lancé le processus de médiation. Ça a beaucoup de conséquences dont on a déjà parlé. Donc, je pense qu'au fond, cette guerre accélère beaucoup de tendances qui existaient déjà. Et on évolue, comme tu le sais, j'aime bien parler de nœuds plutôt que de pôles pour décrire le monde. Parce qu'un nœud, c'est quelque chose de tridimensionnel, qui peut tourner, il peut avoir une relation forte dans une dimension et faible dans une autre. Et ça peut changer. On peut avoir, par exemple, une relation politique très forte entre deux pays, disons les Émirats arabes unis et les États-Unis, une relation militaire solide, une relation économique solide. Mais tout cela peut aussi s'affaiblir. Et c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui dans ces trois domaines. L'Arabie saoudite reste proche des États-Unis sur le plan militaire, mais politiquement, elle en est assez éloignée. Sur le plan économique, elle est beaucoup moins engagée qu'avant. On peut aussi regarder la relation entre les États-Unis et la Chine. Elle repose sur un pilier économique très fort, mais sur un plan politique, c'est très fragile, très instable. Et sur le plan militaire, on parle plutôt de confrontation que de coopération. Donc ce sont des relations à plusieurs dimensions, c'est vrai. L'Iran, par exemple, entretient une relation avec la Chine et aussi une relation pas vraiment bonne avec les États-Unis. Et il a également une relation avec l'Arabie saoudite. Elle a une relation avec l'Inde. Elle a une relation avec le Pakistan. Donc on parle ici de réseaux de relations qui évoluent, et c'est pour ça que j'aime l'idée de nœuds, des points de connexion dans un réseau, des liens entre relations. Et on voit ça apparaître maintenant. L'Espagne, pour revenir à votre question de départ, en est un exemple majeur. Elle a une position très forte sur la question de l'autodétermination palestinienne. Elle est devenue une influence bien plus importante sur la politique latino-américaine qu'avant. Elle trace sa propre voie en Europe, en construisant ses propres relations avec d'autres pays, comme la Chine, comme la Russie. Et voilà, c'est ça, l'avenir. On est en train de le voir se dessiner. L'Espagne est peut-être la première, vous voyez, mais ça viendra, oui, ça viendra. Oui, Oui. merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Eh bien, c'est toujours un plaisir de parler avec vous et je vous remercie de m'avoir laissé un peu d'espace pour aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Det var ett nu.